Sont-ils en sécurité en France? Doivent-ils partir? Seront-ils sinon en danger de mort? Et quand le gouvernement peut-il les protéger? Et finalement, vivrons-nous dans un avenir plus ou moins proche la fin des Juifs de France? C'est la question que pose le livre La fin des Juifs de France, qui sort cette semaine, de Dov Maimon et Didier Long aux éditions du Cherche Midi. Ils ont mené ensemble une enquête inédite sillonnant la France, questionnant des ministres, des policiers, des juges antiterroristes, des politologues, des citoyens et des hommes de foi de toute confession. Bonjour Dov Maimon. Bonjour Ilana, bonjour chers auditeurs. Je suis très content vous êtes les premiers parce que Radio J, depuis que je suis en France, ça a toujours été la radio la plus importante avec Actu J qui sont le cœur de la vie juive. Donc je suis content que c'est vous qui allez donner, alors qu'on va avoir ce soir un entretien qui va apparaître sur Le Point, Sud Radio, Ouest France, etc. Mais vous êtes les premiers parce que... Eh bien merci. Merci à vous. Nous sommes ravis de vous avoir, Dov. Vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem, expert mondial de l'antisémitisme depuis 30 ans. Vous travaillez sur ces questions, conseiller de dirigeants internationaux et l'État d'Israël, notamment, dont vous dirigez la stratégie vis-à-vis de l'islam. 15 mois d'enquête, des centaines d'interviews. Vous faites l'historique finalement de l'antisémitisme en France. Vous donnez des chiffres très précis et vous vous inquiétez de voir notre pays basculer vers un régime despotique. Vous posez ce constat: lorsqu'un pays va mal, les Juifs sont toujours les premières cibles. La France va mal, Dov. Alors, vous avez raison, les Juifs sont inquiets, la France va mal, et les Juifs, évidemment, étant le maillon faible de la chaîne, sont inquiets particulièrement. Maintenant, comment on peut répondre à l'inquiétude des Juifs qui est totalement patente et légitime? C'est d'apporter des chiffres, d'apporter un état des lieux glacial peut-être. 150 interviews, plus de 200 interviews, on enregistre vraiment les services secrets français, les services secrets israéliens, les milices israéliens, les ministres, des acteurs politiques de tous les domaines. On a essayé de donner un état des lieux pour se dire, écoutez, voilà ce qui se passe, quartier par quartier, est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux, quels sont les scénarios, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer et comment on peut peut-être aussi réagir à tout ça. Alors vous écrivez sur les statistiques ethniques d'abord. Alors c'est important puisque vous rappelez que c'est strictement interdit par la loi depuis 2007 de compter toute communauté. Vous expliquez que c'est une erreur selon vous justement d'interdire ces statistiques et d'ailleurs à double titre, pourquoi ? Alors, vous savez, je travaille donc dans un centre de recherche, je suis directeur d'une équipe qui s'occupe de la France, de l'Europe et de la stratégie envers l'islam. Et nous avons chez nous 50 chercheurs qui travaillent, qui suivent un peu tout ce qui se passe dans toutes les langues, notamment pour l'islam et notamment pour la démographie. Sergio de la Pergola et d'autres chercheurs qui sont très connus. Et donc, pour nous, on sait bien que si on n'a pas de thermomètre, si on n'a pas de baromètre, on ne peut pas penser des stratégies. On ne peut pas savoir si nos stratégies fonctionnent. Alors, évidemment, ne pas avoir de census ethnique. On comprend les raisons historiques, mais c'est une catastrophe et sur les juifs et sur les musulmans. Donc, on a fait ce travail en reconstruisant à travers toutes sortes de recoupements pour réussir à savoir combien il y a de juifs, où vivent-ils, combien de musulmans, où vivent-ils, combien de halal, combien d'enfants. On a 23% des enfants qui naissent ont un prénom arabo-musulman. On sait que un tiers des parents musulmans préfèrent ne pas donner un nom musulman à leurs enfants parce que ça va les gêner au niveau de leur promotion sociale. Donc ça fait beaucoup de monde tout ça. Et comme dit Alfred Sauvy, le démographe français, il dit la démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge. On la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure. Donc il faut d'abord commencer par des chiffres. Et les chiffres d'abord, c'est la démographie parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui ne va pas s'évaporer. Alors justement, quels sont les chiffres que vous donnez concernant la communauté juive qui sont importants à connaître d'ailleurs? On estime à peu près à 600 000 juifs en France. Est-ce que c'est aussi les chiffres que vous avez, Dov? Alors voilà, nous on a fait des études plus précises, on s'est basé bien sûr sur tout ce qui existait comme information et ce qui c'est sûr c'est que dans les années 70, la Sofres parlait de 650 000, 700 000 juifs. On a entre-temps beaucoup de juifs qui sont partis, qui ont disparu ou qui sont évaporés. Les juifs qui sont dans le cœur communautaire ne dépassent pas les 150 000. Autour de ça, il y a encore un autre noyau, c'est des cercles concentriques. On peut compter 400 000, 430 000 juifs encore en France. Vous savez qu'il y a plus de 100 000 juifs qui ont quitté la France dans les 20 dernières années. On ne le voit pas. Ça ne se voit pas parce que c'est des gens qui disparaissent un par un à côté de l'autre et les juifs sont quelque part, dans une certaine mesure, marginalisés socialement. Donc ça, c'est des chiffres pour les musulmans, les juifs. Pour les musulmans, on arrive à des chiffres très importants aussi. La France nous parle tout le temps de 3 millions, 4 millions. Quand on arrive avec le halal, les études extrêmement précises, on arrive entre 8 et 12 millions. Évidemment, il s'agit d'une autre donne. Ça veut dire qu'il y a au moins 20 ou 25 fois plus de musulmans que de juifs. Les musulmans ne sont pas antisémites. N'empêche que dès qu'il y a une corrélation entre le nombre de musulmans qui arrivent dans un quartier
et le malaise des Juifs et le nombre d'incidents antisémites. On l'a vu à Créteil ou avant, autour du lac, vous vous rappelez, il y avait tous ces restaurants, etc. Et que quand on a construit la grande mosquée, tout à coup, les Juifs se sont marginalisés. Se sont cachés. Justement, vous parlez des musulmans, Dov Maïmon. Qui attaque les juifs français de nos jours? Ne biaisons pas. Nous savons tous que ce sont principalement les islamistes. Quelle est leur religion musulmane? C'est ce que vous écrivez, Dov. Pourtant, la grande majorité des musulmans est parfaitement intégrée dans l'Hexagone. Alors, qui sont ces musulmans, selon vous, qui menacent les juifs? D'abord, je vais reprendre le grand rabbin Chaim Korsia m'a appelé hier matin pour me parler du livre, notamment, et c'est lui quand même qui avait dit qu'en France, tous les Juifs qui ont été assassinés par antisémitisme ont été assassinés par des musulmans. Donc, il y a quand même quelque chose, qu'il existe des islamistes qui sont très forts, ils sont un réseau extrêmement puissant. On le voit, on donne le cas particulier de ce qui se passe à Sarcelles. On sait qu'aucun élu de gauche dans la région parisienne ne peut être élu sans le soutien des islamistes. C'est ce que vous dit François Pupponi, notamment, l'ancien maire de Sarcelles. François Pupponi, exactement. Et vous, pas plus qu'on parle de Sarcelles, regardez ce qui se passe à Sarcelles. Quand le nouveau maire a été élu, il était porté sur ses épaules comme dans une bar mitzvah par certaines personnes. Il était porté par Chetin Ali Tchoumour, qui est du Miligorouche. Vous savez, Miligorouche, c'est les Turcs, les frères musulmans turcs dont Erdogan a été le président des jeunesses. C'est des gens extrêmement... Et à ses côtés, dans cette même salle où on voit le maire porté sur les épaules, il y a Nabil Koskossi. Nabil Koskossi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est aujourd'hui employé à la mairie. Vous savez, quand on donne des postes pour la gestion des HLM ou d'autres postes à des gens comme ça, alors que c'est quelqu'un qui a été notamment mentionné au moment des manifestations qui ont précédé les émeutes anti-juifs de 2014 en Sarcelles. Et ces gens-là, on les retrouve aujourd'hui très proches de la... Et je vous donne l'exemple de Sarcelles, évidemment. C'est un exemple parmi d'autres communautés. Donc, il y a un entrisme. D'ailleurs, on est rattrapé un peu par l'actualité, puisque aujourd'hui, il y a un conseil de la défense avec le président Macron et Bruno Retailleau qui va parler de l'entrisme des frères musulmans en France et qui va présenter comment ils font et comment ils rentrent partout. Donc, on a deux sortes de musulmans. Vous voyez, on a les islamistes que, dans ce rapport... Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que oui, alors à l'ordre du jour aujourd'hui, un rapport confidentiel sur l'influence croissante des frères musulmans. Vous faites la distinction entre les frères musulmans et les salafistes, notamment vous dites les frères musulmans qui utilisent le soft power, une manière un petit peu douce finalement d'imposer l'islam radical, et sont plus dangereux encore que les salafistes. C'est ce que vous pensez, Dov? Moi, c'est le rapport qui sort aujourd'hui, qui a été longtemps caché, qui tout à coup va être libéré aujourd'hui. Donc oui, en fait, comme vous comprenez, il y a deux façons d'attaquer dans un pays. Nous, on suit les musulmans à peu près partout dans le monde, dans toutes les langues, sur les 5 continents. On connaît leur stratégie, comment ils sont arrivés en Algérie, ils ont dévasté l'Algérie, comment ils ont dévasté la Libye. Pourquoi ils sont interdits, vous croyez, en Jordanie, en Égypte ou en Arabie Saoudite? C'est pas pour rien, c'est parce que les frères musulmans sont extrêmement dangereux, ils sont extrêmement puissants. On compte des chiffres en France, mais on pense qu'en Allemagne, par exemple, plus d'un tiers des musulmans se reconnaissent avec le Miligorous. Donc, vous voyez bien qu'avec les frères musulmans. Alors, comment ils font? On explique que c'est très simple. Ils arrivent et ils avancent à deux façons. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler en géopolitique le hard power, c'est-à-dire la puissance dure, c'est-à-dire la menace à l'émeute, le terrorisme endogène et exogène, les gens du Hamas, les gens d'Iran, etc. On donne les chiffres. Combien d'anciens de Daesh qui ont purgé leur peine et qui sont aussi libérés, on voit où ils habitent, on voit comment ils peuvent menacer la situation de la France. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui avancent en costume-cravate et qui, eux, c'est donc ce rapport-là, donc le rapport de la France, le rapport qui sort aujourd'hui du gouvernement, qui va compléter un peu ce qu'on raconte dans le livre, plus en détail, parce que nous, on parle évidemment l'implication pour les Juifs qui est claire et évidente. Alors, l'implication pour les Juifs, justement, et vous posez la question, que fait l'État français, finalement, contre l'antisémitisme islamiste? Que fait la police française contre l'antisémitisme? Est-ce qu'il existe encore des marges d'action, peut-être de défense des Juifs de France, selon vous, Dov? Oui, on a mis un point d'interrogation dans notre livre, parce que les choses peuvent changer. C'est difficile, on l'a dit, c'est la démographie. La démographie, vous savez, on peut pas imaginer qu'un quart des Français soient musulmans et qu'on ne fasse pas plus de place à l'islam. Les musulmans redemandent d'une manière assez légitime qu'il y ait plus de place pour l'islam un peu partout, que la France fête aussi Eid al-Fitr, Eid al-Adha, qu'on fériarise peut-être le mois du Ramadan, comme dit Mélenchon. Il faudrait quand même que la France est multiculturelle et ça ne peut pas changer, quel que soit le pouvoir qu'on va avoir en France.
les musulmans ne vont pas s'évaporer, ne vont pas retourner en Algérie ou dans d'autres pays. Donc il va falloir tenir compte de tout ça et il va falloir essayer par contre, extrêmement dur. On a vu les premières mesures qui ont été proposées hier par Benjamin Haddad, le ministre de l'Europe. Il y a peut-être des possibilités, mais il faut que la France se réveille. Il est très tard, peut-être trop tard, mais pas forcément trop tard. Il est possible que la France se réveille, qu'on change les choses, mais pour ça, il faut d'abord un baromètre. C'est ce qu'on a essayé de faire dans notre livre. Il faut le lire, l'étudier. Il est évidemment dirigé non seulement vers les Juifs, mais surtout vers le public non juif. Il a été envoyé au président, bien entendu, aux différents ministères, etc., pour que les gens étudient et disent voilà l'image. Voilà le miroir placé qu'on vous donne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fermer les yeux? Si les Français ferment les yeux sur ce qui est en train de se passer pour les Juifs, il faut savoir qu'il peut leur arriver ce qui s'est passé au Liban, où ça a été d'abord samedi et puis c'est devenu dimanche. Justement, pour conclure, peut-être quel avenir pour les Juifs de France qui resteront? Vous faites un petit point à la fin justement du livre en imaginant divers scénarios. Pour vous, quel est l'avenir de ces Juifs de France? Je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on voit en France, c'est ce qui s'est passé en Belgique il y a 5 ans et ce qui s'est passé il y a 15 ans en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, aujourd'hui, les Juifs vivent dans des gated communities, ça veut dire des résidences surveillées dans lesquelles ils vivent avec des protections 24 sur 24 avec des miradors et des chiens et ils ont peur de la meute, ils vivent dans l'entre-soi et c'est peut-être vers ce genre de solution. C'est pas seulement le problème des Juifs, c'est l'archipel français. Les Juifs sont de plus en plus religieux et plus communautaires que leurs parents et qu'eux-mêmes étaient il y a 20 ans. Mais c'est la même chose aussi pour les Français de souche et c'est la même chose aussi pour les musulmans. Ça veut dire qu'on est dans des îles qui ne se parlent plus, qui sont une face à l'autre, les Juifs n'ayant pas de capacité de dissuasion et que la police va devoir, on l'a vu avec Sarah Halimi et dans d'autres cas, ne pourra pas forcément intervenir. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Juif. On est dans une situation qui doit nous inquiéter et donc on a l'impression, vous savez, quand on se retrouve porte de Champéret avec tous les restaurants, etc., qu'on vit dans un genre de bulle et tout va très très bien. On n'a jamais eu autant de restaurants cachers, capitale mondiale de la gastronomie cachère, 300 restaurants cachers de grande qualité, les bêtes midrash, les yeshivotes, tout marche très très bien, mais en fait, à peine quelque part, vous savez, on a déjà des émeutes qui peuvent exploser à n'importe quel moment. Un mot de la fin, le mot de la fin, Dov Maïmon, vous écrivez « Nous croyons fermement que les Juifs de France devront à un moment partir ». Constat terrible, hein. Nous leur demandons ici même de s'y préparer. Il faut se préparer à partir, il faut commencer à faire sa valise. Alors, je ne sais pas la vitesse à quelle les choses vont. Le train de l'histoire, il est très clair par contre. On sait que les Juifs de France savent pertinemment que leurs petits-enfants ne vivront pas en France. Entre-temps, est-ce qu'il va pas devoir se faire des choses? On sait que le judaïsme d'Afrique du Nord et des pays arabes a disparu, a été balayé par l'histoire. Si on regarde dans une perspective métahistorique, le judaïsme d'Europe de l'Est, où 80% des Juifs vivaient il y a à peine 100 ans, et aujourd'hui, on voit que ce judaïsme a disparu. Il nous reste encore le judaïsme d'Europe de l'Ouest, qui est en situation précaire, et probablement ça va être difficile pour eux. Dans l'histoire est en train de s'écrire quelque part dans le monde, elle est en train de s'écrire en Israël, et en Israël, c'est pas très facile non plus, mais voilà, les Juifs doivent se préparer à tous les scénarios. Voilà, Ilana, ce que je peux vous dire clairement. Eh bien, merci beaucoup. On pourrait parler effectivement de ce sujet pendant des heures. Votre livre, La fin des Juifs de France, point d'interrogation, publié aux éditions du Cherche Midi cette semaine. N'hésitez pas à vous le procurer. Merci d'avoir accordé votre première interview à Radio J. Interview à retrouver évidemment en podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Dov Maïmon, et à très bientôt. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Merci de nous rejoindre sur Radio J.